Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Sur le côté en l'air. Volontiers provocateur, patron, mais aussi homme de médias, Bernard Tapie s'est spécialisé dans le sauvetage des entreprises en difficulté. Plus la crise s'approfondit, plus lui, il s'enrichit. Vas-y. 4, 6, 7, 8. La guerre ou la crise, ce sont des événements qui permettent une redistribution des cartes dont seuls ceux qui ont un profil adapté aux problèmes posés vont profiter. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une crise, mais qu'il y a des bons et des mauvais. C'est pas ça, c'est qu'il y a une inadaptation à un certain nombre de gens à faire face aux questions qui se posent. Un footballeur ne peut pas être mis en cause si vous le mettez sur une bicyclette. C'est pas que c'est plus dur ou moins dur, c'est que c'est pas le même genre de sport. Testu, entreprise de pesage basée dans une ville moyenne du Nord, Béthune. 23 mars 1983, comme 25 000 entreprises françaises chaque année, Testu fait faillite et dépose son bilan. Des centaines de salariés sont menacés de chômage. Gorge profonde. Nous l'avons appelée Gorge profonde, par allusion à l'informateur anonyme des deux journalistes du Washington Post pendant l'affaire du Watergate. Et comme eux, nous rencontrerons Gorge profonde la nuit, ici et là dans Paris. Gorge profonde, c'est le mélange de plusieurs fonctionnaires des administrations économiques que nous avons rencontrés, mais qui ont tenu à garder l'anonymat. Or, le diagnostic de Gorge profonde est sans appel. Pour lui, plus de la moitié des patrons français ne sont pas à la hauteur. L'économie aussi est un roman. Pour vous parler de la vie et de la mort des entreprises, nous avons choisi de vous raconter une histoire. Ce sera donc celle de Testu. Pourquoi Testu? Parce que sa chute montre bien comment une entreprise peut mourir de ses propres erreurs. En mars 1983, Testu en faillite est reprise par Bernard Tapie. Son projet, faire en peu de temps d'une entreprise qui perd, une entreprise qui gagne. Selon lui, dans le monde des entreprises comme dans la vie, il y a des méthodes qui permettent de réussir. De ces méthodes, on pensera ce qu'on voudra. Mais d'abord, l'histoire. Prenons les choses par le début. Nous sommes en janvier 1983. À ce moment-là, vous avez déjà racheté Terraillon et vous vous intéressez à Testu. Oui, bien sûr, parce qu'entre 81 déjà et 83, on a racheté près de 4 boîtes. On a racheté Villa en Italie, on a racheté une boîte qui fait en Espagne Jupiter, etc. Bon, alors on est dans une perspective de développement intensif dans le secteur du pesage. Alors Testu pour nous, c'est la première société française. C'est pas loin d'être la première européenne à l'époque. C'est 350 millions de chiffre d'affaires, près de 2000 personnes. Et c'est surtout une technologie qui couvre à peu près l'ensemble des besoins du pesage. Ça va du pèse-personne jusqu'au pèse-Boeing, en comprenant des balances poids-prix, etc. Donc c'est une société qui nous intéresse. Béthune, 28 000 habitants à 40 km de Lille. Testu à Béthune, c'est d'abord une manufacture d'horlogerie qui devient avec les années le numéro 1 du pesage en France. Et pourtant, à partir de 1975, les premiers signes de déclin apparaissent. À la fin de 1982, la situation devient préoccupante. Le premier alerté, c'est le député-maire socialiste de Béthune, Jacques Mélic. Monsieur le maire, à l'origine, comment avez-vous appris les difficultés de la société Testu? Les délégués syndicaux m'ont alerté plusieurs mois avant l'officialisation des difficultés. Et nous sentions que les stocks augmentaient, et cela n'est pas trompeur. Cela veut dire simplement que si on produit et qu'on ne vend pas, c'est qu'on n'est plus concurrentiel. C'est à ce moment-là qu'on est allé voir Mélic, en lui disant bon, la situation elle est en train de se dégrader. Mais concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait, on se rendait compte qu'il y avait des pertes, il y avait un chiffre d'affaires qui baissait. On peut dire que les points faibles étaient presque présents partout, comme c'est pratiquement toujours le cas quand ça va pas bien. Il y avait un bureau d'études qui fonctionnait plus bien, il y avait un service technique qui n'était pas assuré, le label de qualité n'existait pas, l'informatique fonctionnait à l'envers, c'est-à-dire qu'elle constatait des insuffisances, mais un an après, il n'y avait pas d'analytique quotidienne ni hebdomadaire.
On peut dire qu'il y avait des positionnements de produits qui se concurrençaient. Ça veut dire qu'une société à Béthune faisait ce que la société à Lyon faisait, ce que la société à Ivry faisait, tout en se faisant concurrence à eux-mêmes. Bon, tout. On ne peut pas dire tel ou tel point. Vous savez, quand un pilote est mauvais, il passe mal ses vitesses, il freine au mauvais moment, il ne tourne pas le bon volant, il ne débraye pas quand il faut, il ne regarde pas s'il y a de l'huile, il ne met pas l'essence, il tombe en panne d'eau. C'est tout. En France, quand une entreprise a des difficultés, elle se tourne généralement vers l'État. Et l'État, c'est le CIRI, Comité interministériel des restructurations industrielles. Une sorte d'infirmerie pour les entreprises malades, placée sous la tutelle du ministère des Finances, qui distribue les crédits, comme d'autres des médicaments. Et là, les conclusions étaient dramatiques pour l'entreprise. C'était pratiquement la fin de l'entreprise. On ne donnait rien, plus d'emplois, suppression de la totalité des emplois. La suppression de tous les emplois ici ? De tous les emplois ici. Il n'y avait vraiment pas d'avenir. Lorsque je me souviens avoir rencontré les responsables du CIRI à l'hôtel Matignon, j'avais demandé au Premier ministre d'organiser cette table ronde. Je suis sorti de cette rencontre totalement catastrophé. Pas de perspective. Quand on lui parle des entreprises en difficulté, Gorge Profonde prend un ton désabusé. En période de stagnation et de chômage, tout licenciement est un drame. Les syndicats s'y opposent de toute leur force, l'inspection du travail les refuse. Devant cette situation, certains patrons en viennent à utiliser le dépôt de bilan comme un moyen de gestion. Mais cette dramatisation joue contre l'entreprise. Les salariés ont peur, les créanciers s'affolent, les banquiers refusent les crédits. L'entreprise est ballottée dans la tempête et parfois mise en pièces. On appelle le CIRI au secours, la politique s'en mêle, tel député intervient, tel ministre fait pression. La logique sociale et économique s'efface alors devant la bataille des groupes de pression. Et bientôt, le problème de gestion se transforme en western économique. Mais alors le CIRI s'est contenté de vous proposer cette solution de quasi-disparition ou bien est-ce qu'il a fait d'autres propositions ? Un diagnostic, mais aussi une possibilité de salut. Et la planche de salut, c'était Bernard Tapie. Et alors ? Bernard Tapie, c'est la douche froide pour le maire de Béthune. Vous l'avez vécu comment à ce moment-là ? Bernard Tapie, c'est un peu Manu France. Est-ce que ça ne serait pas Lagache-Villot des années 80 ? Les Dalton, sur une entreprise en difficulté, l'aigle qui arrive pour prendre les restes. Alors, mon inquiétude, c'était de savoir, est-ce que c'est simplement un financier ou est-ce que c'est aussi un industriel ? Je me suis donc présenté à ces bureaux et l'ambiance n'a pas été bonne immédiatement. Ambiance assez sombre, pas beaucoup de lumière, reçu par lui et 3 de ses collaborateurs. J'avais l'impression que le verdict était déjà tombé. Que c'était, lorsqu'il me l'a dit, je ne peux garder que 120 personnes, je prends ceci, je transfère cette activité à Annemasse. Je voyais que l'on dépouillait Béthune, et cela était conforme à l'image que je me faisais de Tapie, c'est-à-dire un financier avant tout, n'ayant pas d'objectif industriel. Je crois que si notre plan a été refusé par le député maire local, c'est parce que parmi les candidatures, une s'était fait connaître en faisant croire que toute la structure pouvait se faire à partir de Béthune. C'est bien logique que lui, étant qu'à Béthune, alors que cette affaire, elle est présente partout, elle est présente à Lyon, elle est présente dans d'autres coins de la France, il préférait un plan qui favorise incontestablement la structure locale. C'est-à-dire qu'il maintenait tous les emplois à Béthune. Alors, on gardait non seulement tout à Béthune, mais on a fait croire aux députés maires socialistes qu'on fermait tout ailleurs et on allait se retrouver avec une superbe structure opérationnelle à Béthune. Oui, j'ai pris contact avec une autre entreprise, une autre société spécialisée dans le pesage et dans les automatismes, en l'occurrence la société Morse, qui m'a du reste immédiatement déclaré être intéressée par toute partie de cet ensemble Testu-Trévoux, et notamment par le site de Béthune. J'ai donc poursuivi avec les responsables de la société Morse, car c'était pour moi le moyen à la fois d'avoir une carte de rechange si Tapie me claquait dans les mains, et aussi d'avoir une carte pour peser, si je puis employer ce terme, sur Bernard Tapie dans le cadre des négociations, puisque j'avais bloqué toute l'opération Bernard Tapie auprès des pouvoirs publics. Mais Tapie, pendant ce temps, ne désarme pas. Le 20 mars, il envoie à Béthune son homme de confiance, Gilbert Breton, un ancien de la Thomson, afin de juger si le malade mérite, à ses yeux, d'être sauvé. Alors, quelle a été la conclusion ? Très simple.
partie jouable, avec des difficultés certes, mais qu'on a l'habitude de traiter, c'est notre métier. J'ai donc téléphoné dans l'heure qui a suivi à Bernard Tapie en lui indiquant que c'était tout à fait dans nos cordes et qu'il lui appartenait maintenant de faire le reste, à savoir prendre le contrôle de la société et la majorité des actions. On a racheté les actions au moment où on a décidé que cette affaire nous faisait envie et qu'on se sentait capable de la redresser. Ah, c'était un très bon coup de la part de Bernard Tapie. Mais... vous étiez un peu coincé, là. J'étais un peu coincé. Il ne fallait pas que je continue à être encerclé. J'ai donc tenté une sortie avec le groupe Morse qui a présenté devant le CIRI un dossier de reprise du groupe Testu Trévoux. J'ai la lettre encore, et de ce dossier qui était présenté au CIRI. Et à partir de ce moment-là, la presse intéressée par ce qui se passait m'a contacté et me demandait des informations. Je n'ai pas manqué de lui donner des informations en disant que Tapie... Vous avez organisé une petite fuite, quoi. Pas organiser une fuite, mais j'ai donné cette information auquel les journalistes avaient droit. Et notamment que rien n'était joué. En effet, rien n'est joué. Dès le lendemain, incapable de faire face à ses dettes, Testu dépose son bilan. L'entreprise passe donc sous le contrôle du tribunal de commerce qui désigne un administrateur provisoire, Maître Gourdin. Nouvel actionnaire majoritaire, Bernard Tapie est bien placé pour gagner la partie, mais la loi est formelle, ce sera à l'administrateur provisoire et à lui seul de décider qui deviendra le patron de Testu. Le syndic doit d'abord, dans un premier temps, conformément à la loi, prendre immédiatement des mesures conservatoires qui s'appellent les inventaires, les estimations des immobilisations, l'inventaire des stocks, des encours, etc., etc. Prendre des mesures à l'égard du pool bancaire pour continuer à obtenir les concours de l'ancien pool bancaire, c'est évident, on en a besoin. Par ailleurs, nous avons appris qu'entre le dépôt de bilan et le jugement de règlement judiciaire, le groupe Tapie était devenu le principal actionnaire de cette société. Parce qu'il a racheté les actions. Il avait racheté les actions. Pour pas cher, bien sûr, mais elles valaient d'ailleurs à cette époque vraiment pas très cher. Tapie a présenté un pré-plan de restructuration de l'entreprise qui passait, il vous en entretiendra probablement d'ailleurs, qui passait notamment par des réductions d'effectifs importantes et qui maintenait quand même la cohésion du groupe et qui laisse penser qu'à terme, il doit y avoir une solution d'avenir pour cette entreprise. Parallèlement, il y a un groupe d'importance nationale, français, qui a proposé de reprendre une partie de l'affaire, soit l'usine de Lyon, soit l'usine de Béthune, au choix. Mais cette solution, selon moi, avait comme inconvénient d'arriver progressivement à un démantèlement de l'entreprise. Ce que ni moi, ni l'actionnaire majoritaire, ni le tribunal, qui est quand même le contrôleur de cette affaire, ni les syndicats ne voulaient. L'affaire Testu évolue donc vers son dénouement. Résumons. À ce stade de l'histoire, Bernard Tapie est devenu l'actionnaire majoritaire du groupe Testu. Oui, mais le bilan est déposé. Le tribunal de commerce reste donc seul maître de la décision finale. Or, le plan de redressement de Tapie, qui maintient l'unité de la société, obtient la préférence du tribunal de commerce. Reste pourtant la question du coût social de la reprise. Car Jacques Mélic, le député maire de Béthune, campe, lui, sur ses positions. Reprise, oui, mais à condition de maintenir le plus d'emplois possible à Béthune. Il faut donc négocier. Mais alors, il a beaucoup insisté pour vous rencontrer. Oui, téléphone auprès de ma secrétaire, téléphone auprès de ma femme. Je faisais toujours savoir que je n'étais pas disponible, j'étais absent, j'étais à l'extérieur. Il m'a donc écrit le 12 avril. Et pour la petite histoire, je vais vous lire quelques lignes. Je me permets de vous écrire puisque je ne peux, malgré de nombreuses tentatives, vous joindre téléphoniquement. Et depuis notre dernière entrevue, au cours de laquelle je vous ai proposé concernant l'unité de Béthune, j'ai appris que vous faisiez savoir à tous les niveaux que vous étiez résolument opposé et que vous, vivant, je ne pourrais jamais mettre les pieds à Béthune. Voilà. Ça, vous l'aviez dit, ça. Je lui avais dit que sur son plan, sur ses projets, cela était inacceptable et que je ne le tolérais pas tant que je serais maire de Béthune. Donc, il m'a écrit pour me faire un certain nombre de propositions, et notamment pour me démolir la société Morse, dans laquelle, dans cette lettre, il me dit, contrairement aux informations, elle est actuellement contrôlée majoritairement par une société financière étrangère. Mais qu'est-ce que cela pouvait me faire? Moi, je suis un homme libre, ouvert, dans un environnement international, je tiens compte des réalités. Si une entreprise étrangère était susceptible de m'apporter un produit industriel ici à Béthune, de me maintenir le maximum d'emplois, je suis preneur. Donc, ce n'est pas du tout ce type d'argument qui pouvait me convaincre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a fait savoir qu'il était disposé à
revoir son plan, donc dans cette lettre. Donc à partir de ce moment-là, la négociation pouvait s'ouvrir. Nos relations avec le député maire sur le début, je ne les ai considérées que comme anecdotiques. C'était pas ça l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'était de mettre au point un plan qui marche dans son économie et qui soit accepté sur le plan social. Et ça a été fait. Alors après, par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler dans un environnement politique pollué ou pervers. Il était donc nécessaire de renégocier un peu avec le député maire local. Il y avait une situation de blocage à un certain moment? Il n'était pas bloqué puisqu'il n'en avait pas le pouvoir. Et les interventions qu'il a pu faire auprès des pouvoirs publics ou auprès des élus locaux n'avaient pas d'incidence. Vous savez, on est encore dans le cadre d'une stratégie juridique précise qui fait que, à partir du moment où on avait les actions, à partir du moment où le tribunal de commerce acceptait, à partir du moment où les syndicats avaient accepté le plan, le reste, ça devenait de la mondanité, mais de la mondanité indispensable. Il faut être bien avec tout le monde. Le 14 avril, à 16h, à la mairie de Béthune, c'est la négociation. Alors c'était quoi les propositions que vous faisiez? Les propositions, c'était bien entendu des licenciements, mais un maintien au niveau de 300 emplois dans le groupe Testu-Equitas ici à Béthune. C'était certains départements supprimés ici à Béthune, mais par contre la constitution de toute la logistique au niveau de la gestion de l'entreprise. C'était donc des emplois tertiaires, des emplois avec un plus. Ça, c'est ce que vous avez proposé au début de la réunion? C'est ce que j'ai proposé. Alors notre souci, ça a été de chercher en commun à l'occasion de cette réunion-là. D'abord par une meilleure connaissance des deux hommes, parce qu'il fallait qu'ils apprennent à vivre un peu l'un avec l'autre. Ça a été de voir ce qu'on pouvait projeter dans l'avenir comme installation de futures unités de production pour pouvoir donner un job futur à ceux qui ont été licenciés. C'est-à-dire, nous avons un peu préfiguré ce qui se passe aujourd'hui dans la restructuration au niveau de la sidérurgie ou au niveau des charbonnages. Nous avons tous les deux, dans un domaine certainement plus réduit, essayé d'expérimenter. Et je peux dire qu'au bout d'un an, puisque nous sommes à un an de cette date, du 14 avril, les accords ont été respectés de part et d'autre, avec des ajustements. Mais qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là pour convaincre le maire? Je veux dire, à la limite. Non, il faut, à un moment donné, lorsque vous avez la certitude que sur le plan économique, c'est bien, vous avez résolu que les problèmes rationnels, les problèmes objectifs. Et puis après, il faut prendre en compte tous les éléments irrationnels qui sont les mêmes pour M. Mélic que pour moi, c'est-à-dire faire adhérer les gens. C'est pas le tout d'avoir le bon sens pour soi et de penser qu'on a tout trouvé. Il faut aussi que les gens adhèrent à cette idée. Mais celui qui s'est retrouvé devant les travailleurs, les 379 personnes de Testu-Equitas, c'est Jacques Mélic. C'est bien que là, il y a eu une décision. Il y a eu une décision qui a été prise par le juge-commissaire, en fait, donc par le tribunal, d'accepter le plan de restructuration unitaire du groupe Tapi. Un dimanche d'avril, avenue de Friedland, au siège du groupe Tapi. Ordre du jour, le redressement de Testu. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de poser un diagnostic produit par produit. Autrement dit, on va voir comment chaque produit se situe dans son marché global. À partir de là, quelle est l'unité de production qui est la mieux équipée pour faire face aux besoins de production? Quelle est celle qui est la plus en avance? Quelle est celle qui est la plus en retard? On va donner une unité avec une caractéristique spécifique produit par produit, un réseau de distribution, et pourquoi pas une unité de centralisation qui ne sera pas forcément Paris. Paris n'a pas de raison d'être, à la limite, je crois que c'est un des centres qu'on peut le plus rapidement, sur le plan de l'emploi, rendre déflationniste, d'abord parce que les reconversions sont plus simples, et ensuite parce qu'il me semble qu'ils sont très loin de l'unité de commandement. Nous arrêtons ici l'histoire de Testu. Un an après, où en sommes-nous? Tous les problèmes n'ont pas encore été réglés. Un certain nombre de travailleurs ont perdu leur emploi et tous n'ont pas encore été reclassés. L'entreprise est toujours sous contrôle judiciaire et il faudra attendre plusieurs mois avant qu'elle retrouve sa totale indépendance. Pourtant, les faits sont là. Aujourd'hui, Testu gagne de l'argent. Au moment du dépôt de bilan, l'entreprise perdait environ 1 milliard de centimes par mois. Un an après, elle gagne 500 millions de centimes par mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand une société perd 10 millions de francs nouveaux ou 1 milliard de centimes par mois? En l'occurrence, c'est parce qu'elle fabriquait cher, des produits pas très fiables, avec une méthode de gestion dépassée. Comment on fait pour que cette société qui perdait 1 milliard de centimes gagne entre 4 et 5 millions de francs nouveaux, donc 4 ou 500 millions de centimes? C'est tout simplement en évitant les miracles, car ils n'existent pas, mais en fabriquant des produits pas chers,
en les fabriquant fiables et en gérant la boîte avec une méthodologie très performante. C'est une question de méthode. C'est uniquement une question d'homme et de méthode. Vous devez être dans un système qui vous admette que vous puissiez vous tromper. Et c'est la collectivité qui empêche que votre erreur individuelle ait des conséquences négatives sur le plan collectif. Et ce droit à l'erreur, il est tellement valable que vous devez en même temps ne penser qu'aux récompenses lorsque l'objectif est atteint et d'éliminer tous les systèmes de sanctions. Car en fait, la sanction, elle est nulle, elle est inutile. Lorsque vous promettez un coup de pied dans le derrière à quelqu'un s'il fait une erreur, vous donnez envie aux autres de se protéger le derrière par un oreiller, mais vous leur donnez pas envie de ne pas faire l'erreur. Toutes les sociétés dont les avancées sociales sont les plus grandes sont comme par hasard les plus performantes. Ce qui veut dire que la première forme d'amélioration de production d'une entreprise, c'est l'amélioration de la relation sociale. Je vais vous donner un exemple. Je prends un gars normalement constitué, nous tous, et je le mets dans la cour en le priant ou en l'invitant à courir après un ballon. Vous allez voir un peu au bout de 2 minutes ce qu'il va faire. Il va vous ramener le ballon en vous disant où t'es toqué, ou bien vraiment ce jeu ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que gestuellement, courir après un ballon n'a aucun intérêt. Par contre, si je mets 11 personnes d'un côté, 11 de l'autre, un monsieur tout en noir, des spectateurs autour, que j'inscris une règle, que j'inscris un objectif, que je donne une ambition, que je crée un moteur affectif, sentimental, passionnel, je fais de ce geste idiot un match de football. Et ce match de football, non seulement il intéresse les 22 acteurs, c'était la moindre des choses, mais en plus, 30 000 personnes qui n'ont rien à voir avec le geste, qui sont prêts à se battre avec leurs voisins, si l'équipe qu'ils ont choisie ne marque pas un but. La seconde question qu'on se pose, c'est le numéro 1 de mon entreprise. Celui qui nous dirige, est-ce qu'il incarne, est-ce qu'il véhicule, est-ce qu'il est créateur de symboles qui correspondent à mon envie personnelle? Autrement dit, qui s'assemblent, se ressemblent. Est-ce que j'ai envie de ressembler à l'image de celui qui nous anime et de celui qui nous dirige? Si la réponse est oui, on a de grandes chances, effectivement, d'être mobilisateur dans son entreprise, car on crée des mythes, on crée des messages, on crée des images. Mais franchement, si on devait résumer l'ensemble du problème tel qu'il se pose, on pourrait dire, s'il y a un secret, et il y en a un, c'est d'admettre qu'aujourd'hui, pour répondre aux exigences de cette crise, il faut des qualités tellement innombrables, et parfois même tellement contradictoires, qu'un seul être au monde ne peut pas les avoir tous. Il faut être âgé, car il faut de l'expérience. Bien sûr, il faut aussi être jeune, car il faut être dynamique, entreprenant, il faut être encore plein de vie. Il faut être prudent, il faut être pessimiste, parce que les choses sont qu'elles sont et ça ne se passe pas toujours bien. Mais par contre, il faut être optimiste, il faut être ambitieux, il faut être créateur, il faut être imaginatif. Quel est l'homme qui peut être vieux, jeune, ambitieux, timoré? Ça n'existe pas. Alors le vrai secret, entourons-nous des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. C'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès. Et à partir de là, on peut même pratiquement dire, est-ce qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui peut réussir doit être obligatoirement un homme brillant? Je réponds non, il peut ne rien savoir faire. Mais à une condition, c'est qu'il s'entoure des gens qui, eux, savent faire.